Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 3 juin 2021, bienvenue dans À l'air libre, l'émission quotidienne de Mediapart. Au sommaire aujourd'hui, nous serons avec Jade Lingard, notre journaliste en duplex, à Bar-le-Duc dans la Meuse où 7 militants sont jugés pour avoir protesté contre un centre d'enfouissement anti-nucléaire. C'était aujourd'hui les réquisitions du parquet, on la rejoint dans un instant. Et puis notre invité, il s'appelle Mehdi Derfoufi, il publie un livre sur le racisme dans les jeux vidéo. Les jeux vidéo, beaucoup s'y sont mis ou remis pendant le confinement. Peut-on décoloniser l'empire du gaming, du jeu? C'est notre entretien du jour. C'est à l'air libre, l'émission de Mediapart. 13 prévenus, 10 jeunes hommes et 3 jeunes femmes âgées de 18 à 30 ans comparaissent ce jeudi à Paris pour avoir harcelé sur les réseaux sociaux une adolescente de 16 ans, Mila. Certains seront aussi jugés pour menaces de mort et l'un d'eux menace de crime. En janvier puis en novembre 2020, Mila poste sur les réseaux sociaux 2 vidéos où elle s'en prend à l'islam en des termes grossiers. Ce message fait boule de neige et lui vaut en retour sur les réseaux sociaux une avalanche d'insultes et de menaces, même de menaces de mort. 100 000 selon son avocat, 100 000 messages hostiles. Un cas typique de cyberharcèlement dont on imagine la violence. Depuis, Mila vit sous protection et elle a dû déménager. Depuis, l'affaire a enflammé la classe politique. Mila a fait la une de certains journaux. L'affaire Mila est devenue une de ces batailles culturelles violentes dont notre pays est malheureusement de plus en plus friand. En France, on a le droit de critiquer des religions, de les moquer, de blasphémer, d'être excessif même dans ses opinions, même si cela choque, même si cela dérange, même si cela bouscule. Et en aucune manière cela ne justifie du harcèlement, de la persécution, du harcèlement en ligne. En un mot, Mila ne devait pas vivre ça. Disons-le aussi avec force et gravité, celles et ceux qui utilisent depuis cette grave affaire de cyberharcèlement pour alimenter des guerres de religion jouent un jeu terriblement dangereux. Jusqu'où peut-on aller quand on veut lutter contre le nucléaire en France? Des militants ont-ils été empêchés de faire valoir leur opinion? Ce sont les questions qui sous-tendent le procès de 7 militants anti-nucléaires depuis 3 jours au tribunal correctionnel de Bar-le-Duc, dans l'est de la France, plus précisément dans la Meuse. Ils sont jugés pour, je cite, manifestation illicite, détention de substances ou produits nucléaires et pour certains, association de malfaiteurs et violence volontaire. Ces militants s'opposent au projet CIGEO, un projet d'enfouissement de déchets nucléaires prévu dans la commune rurale de Bure, projet titanesque décidé à la fin des années 90 et qui n'a toujours pas vu le jour, tant il fait polémique pour des questions de sécurité comme politique. Ce qui leur est reproché à ces militants, c'est la manifestation du 15 août 2017 qui n'était pas autorisée et qui s'est terminée dans la violence. Le procès de Bure est sensible notamment par la surveillance et les moyens d'enquête hors normes déployés pendant 4 ans face à des infractions qu'on pourrait qualifier de modeste. C'est à Mediapart Jade Lingard qui suit ce dossier et elle suit donc le procès pour Mediapart. Salut Jade. Salut. Tu es à Bar-le-Duc, je l'ai dit, dans la Meuse, devant le tribunal. Ces militants risquaient pour certains jusqu'à 10 ans de prison et ce matin, eh bien, les réquisitions sont tombées, des peines avec sursis mais aussi de l'emprisonnement ferme. Est-ce qu'il s'agit de peines sévères ? En fait, ce sont des peines qui sont relativement sévères. C'est-à-dire, en effet, une personne a subi des réquisitions d'1 an d'incarcération ferme, peine qu'il a déjà en fait en partie accomplie, donc vraisemblablement cette personne n'irait pas en prison si la réquisition était confirmée. Les autres ont des peines de sursis, c'est à la fois beaucoup, parce qu'il y a entre 18 et 10 mois de sursis, à la fois si on compare à des peines auxquelles ont été condamnés des gilets jaunes lors des actions de ces dernières années, qui ont pris des peines fermes, on va dire que c'est relativement clément. Ça aurait pu être au regard en fait de ce qu'a été l'instruction et au regard des accusations initiales, les réquisitions du procureur de la République aujourd'hui, on va dire, sont relativement légères. Juste, Jade, à Bar-le-Duc, on le voit derrière toi, hein, de nombreux militants sont devenus soutenir les 7 de Bure, donc qui comparaissent devant le tribunal actuellement, avec une ambiance, on le voit, assez solidaire et festive. Raconte-nous un peu. Ouais, en fait, c'est hyper intéressant, c'est que depuis le début du procès, en fait, il y a tout un rassemblement qui se passe devant le palais de justice, qui est lui-même derrière la prison. C'est un rassemblement de soutien, c'est un rassemblement qui est très queer, très féministe, très joyeux. C'est vraiment l'idée de porter une solidarité qui est aussi une lutte contre les dominations patriarcales et policières. Donc il y a une dimension qui est très politique. C'est aussi le signe d'un rajeunissement extrêmement impressionnant du mouvement anti-nucléaire. Et avec toute cette idée que portaient les prévenus et leurs avocats pendant tout le procès, qui a été de nier en fait la légitimité du procès en raison de sa dimension idéologique et d'en profiter au maximum pour porter leur critique du nucléaire. Et par exemple, les prévenus, les 7 prévenus, ont décidé
décidé d'exercer leur droit au silence et n'ont parlé qu'au début avec une déclaration liminaire de critique du nucléaire et des formes autoritaires qui l'accompagnent, et ensuite ont laissé parler leurs avocats. Donc on est vraiment à l'issue, là, à la fin d'un procès qui a été à la fois très politique et très inventif dans ses formes. Jade, tu suis, je l'ai dit, ce procès, ce dossier plus précisément depuis longtemps. Plusieurs articles d'ailleurs à lire sur Mediapart en ce moment, et on peut lire les anciens que tu as écrits. Quelle lecture, toi, qui as suivi ce dossier, fais-tu de ce procès ? En fait, je pense que ce procès est assez inquiétant en dépit des réquisitions relativement légères, comme je le disais, dans la mesure où en fait le mal est déjà fait. C'est-à-dire que pendant 4 ans, des dizaines de personnes ont été placées sous surveillance, sur écoute, ont été interdites de se retrouver, ont été soumises à des interdictions de territoire, ont eu des interdictions de participer à des manifestations. Et ce dommage-là, à la fois personnel, intime et politique, à l'encontre d'un mouvement, il a été commis. Et en fait, à l'écoute de ces 3 jours de procès, où en fait les débats n'ont pas vraiment eu lieu, où le procureur de la République a très peu parlé, où l'accusation n'a cité aucun témoin, on a un peu l'impression en fait que le débat ne se passe pas là. C'est-à-dire un peu comme si on pouvait s'interroger sur le sens de ce procès. Il est hyper important pour défendre les personnes prévenues, bien sûr, mais on a un peu l'impression que finalement, c'est en dehors de cet espace-là du tribunal que ça se passe. L'hypersurveillance, de toute façon, elle a été conduite. Peut-être se poursuit-elle aujourd'hui d'une certaine manière, et qu'en tout cas, le juge d'instruction, qui a été entendu hier à la demande de la défense, n'a apporté aucune explication, aucune justification de ce dispositif de surveillance quand même très anxiogène et en réalité très inquiétant, encore moins des excuses. Et on se retrouve face à cette situation de ce que l'historienne Vanessa Codaccioni décrit comme étant des formes de justice préventive. C'est-à-dire qu'en fait, quelle que soit la peine à la fin, la peine a déjà été d'une certaine manière accomplie par ces formes de surveillance et d'interdiction de manifestation. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très inquiétant au regard des formes de contestation politique aujourd'hui utilisées par les militants. Merci beaucoup, Jade Lingard, en direct de Bar-le-Duc, dans la Meuse, donc pour ce procès des 7 militants antinucléaires de Bure. On retrouve bien sûr ton compte-rendu et les autres articles sur ce procès que tu as fait dans Mediapart. Bonne soirée à toi. Salut. J'accueille l'invité du jour, il s'appelle Mehdi Derfoufi. Avec lui, on va parler jeux vidéo. Asseyez-vous. Vous êtes maître de conférences en études culturelles et nouveaux médias à l'université Paris 8 et vous venez de publier ce livre « Racisme et jeux vidéo », je cache le titre, aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme. Alors le jeu vidéo dans les médias, particulièrement en France, le discours des politiques, il est souvent présenté comme un objet étrange, dangereux, qui crée de la violence, et puis en gros c'est à peu près tout. Pourtant c'est bien un art et une culture à part entière. Quelques chiffres, on va regarder le marché mondial du jeu vidéo, c'est 300 milliards de dollars selon le cabinet Accenture, 2,7 milliards de joueurs à travers le monde entier, en gros un tiers de la planète, 500 millions de joueurs en plus depuis un an en raison de la pandémie et des confinements. Et rien que pour la France, eh bien, l'industrie du jeu vidéo, c'est plus de 5 milliards d'euros en 2020, plus que les chiffres d'affaires du cinéma et de la musique combinés, pour donner une idée. Et ce jeu vidéo, c'est évidemment un des terrains des débats culturels en cours dans le monde entier. Une industrie culturelle où, c'est l'objet de votre livre, existe des clichés racistes. C'est donc vraiment l'objet de ce livre. Un livre qui, on peut le dire, va faire un peu hurler les rageux, puisque vous proposez, selon le chercheur Maxime Servul, qui en a écrit la préface, de, je cite, décoloniser le jeu vidéo. Mehdi Derfoufi, en quelques mots, en quoi les jeux vidéo sont-ils empreints aussi de ce regard colonial ? Bien, les jeux vidéo n'échappent pas en tant que production culturelle la réalité de notre histoire et de nos sociétés. Et on peut dire que sans doute aussi, en raison de leur origine, ils ont une histoire liée au développement de l'informatique et puis à ce stade du capitalisme à partir des années 1950-1960, qui voit le capitalisme se tourner aussi vers les industries culturelles. Sans doute, pour toutes ces raisons combinées, les jeux vidéo sont un des opérateurs, ce qu'on peut appeler la colonialité, donc mérite d'être analysé
sous cet angle. Il y a la même question qui peuvent se poser par exemple pour le cinéma. Enfin, on a aussi Absolument. ce même genre de questionnement. En préparant l'émission, vous nous avez dit que ce livre se voulait un livre d'intervention. Quelle est l'intervention que vous vouliez mener? On parle beaucoup en ce moment de cancel culture, je mets des guillemets à tout ça évidemment. Est-ce que le projet c'est de dire il y a des jeux vidéo qu'on doit montrer, plus montrer? J'imagine que c'est un peu autre chose votre projet, racontez-nous. Oui, c'est un petit peu plus complexe que ça. Bon, un livre d'intervention, j'ai cherché à en faire un ouvrage qui puisse être accessible à la fois à un public de joueurs et de joueuses, un public d'universitaires, et puis le grand public, et aussi bien des gens qui travaillent dans l'éducation que de simples citoyens, citoyennes intéressés à ces questions, aux enjeux de racisme et d'éducation. Donc c'est un équilibre un petit peu complexe, et livre d'intervention aussi parce qu'il y a une dimension programmatique à travers les 7 chapitres de l'ouvrage qui consiste à présenter les différents angles sous lesquels on pourrait aborder une perspective critique aujourd'hui sur le jeu vidéo. Et bien entendu, dans le contexte actuel, ça peut susciter des débats, mais bon, on est dans une période de forte polarisation et de forte conflictualité. Il s'agit d'arrêter aussi de se justifier et face à des attaques, bien assumer ses positions politiques, simplement. Alors, on va rentrer un peu dans le fond à présent, puisque justement, vous voulez constituer cette critique du jeu vidéo. Mais on va y aller. Vous écrivez « Le jeu vidéo, objet social, constitue un territoire privilégié des débats sur les identités et les représentations raciales. En d'autres termes, c'est un lieu et un enjeu de polémique comme les autres. » On va prendre tout de suite un exemple. Par exemple, c'est celui du Gamergate. C'est vieux, hein, ça date de 2014. Alors, le début, c'est un peu nébuleux. On va passer vite. Ça concerne une programmeuse de jeux vidéo qui s'appelait Zoe Quinn, accusée notamment de liens étroits avec des journalistes chargés d'écrire sur ces jeux. Bref, mais très vite, la polémique monte et c'est en fait la place du féminisme dans le jeu vidéo qui va commencer à focaliser une armada de comptes anonymes, conservateurs sur les réseaux sociaux, campagnes de harcèlement, accusations diverses contre ces fameuses gameuses, joueuses féministes. Certains y ont même vu dans cette affaire la préfiguration, c'est très sérieux, de l'alt-right américaine, de la droite conservatrice façon Donald Trump. Alors, on va regarder ce résumé de cette affaire au 2e degré, hein, je préviens, dressé par le célèbre animateur états-unien Stephen Colbert face à la blogueuse féministe Annika Sarkeesian. You and the other feminazis in the gamer world are coming for our balls to snip them off, put them into a little felt purse, and take them away so we have to play your non-violent games, right? No, that's not true. Voilà, donc cette réaction humoristique de cette gameuse, Mehdi Derfoufi. Pourquoi cette polémique, elle était importante ? Elle était sans doute importante parce qu'elle a marqué un tournant peut-être, à la fois dans la visibilisation de la communauté vidéoludique en tant que communauté qui représentait autre chose que le modèle du geek, de l'homme blanc, hétérosexuel, adolescent. Il y a des femmes qui jouent aux vidéos. Et donc voilà, des femmes qui jouent aux jeux vidéo, qui ont aussi une conscience féministe et politique, et puis autour d'elles, eh bien, un ensemble de personnes qui les soutiennent, qui partagent leurs convictions et qui souhaitent présenter aussi d'autres idées au sein des jeux vidéo, mais aussi au sein de l'arène sociale que représente la communauté vidéoludique. Dans votre livre, vous dites, loin d'être un ghetto coupé du réel, la communauté vidéoludique, c'est comme ça qu'on dit, en effet, est une arène sociale, en réalité, hein, où se rejouent les conflictualités socio-culturelles de la société en termes de racisme, de sexisme ou de rapport de classe. On est dans un contexte, on le voit bien, en France, en Europe, où la société se droitise à grande vitesse pour aller vite. Est-ce que c'est la même chose dans la communauté des gamers, dans la communauté des joueurs ? Eh bien, en tout cas, il y a des conflictualités fortes et on voit bien qu'il s'agit d'occuper le terrain. Et les stratégies concertées de l'extrême droite peuvent être assez violentes et assez efficaces. Mais par ailleurs, en face, il y a aussi des collectifs qui s'organisent sur différentes bases d'ailleurs. Ça peut être des bases circonstancielles, comme autour de l'affaire du Gamergate, où il n'y a pas seulement des féministes qui se sont mobilisés, mais ça peut être aussi des regroupements, des agrégats communautaires autour des questions raciales, autour des questions de genre. Et donc, voilà, il y a des réponses qui s'organisent fort heureusement. En France, on peut prendre l'exemple des forums dont on parle beaucoup, en général, quand il y a certaines affaires ou quand il y a certaines polémiques qui éclatent dans l'espace public. Des fois, ça vient de forums de jeux vidéo, par exemple le forum 1825 du site jeuxvideo.com. Est-ce que, si on étudie par exemple l'évolution, l'amplification des idées d'extrême droite dans le paysage aujourd'hui en France, il faut forcément passer par l'analyse de ce qui se passe sur ces réseaux ? Oui, je pense, parce que ce sont des espaces importants. On a vu qu'aujourd'hui,
une des modalités du débat politique, et peut-être la principale, c'est la polémique. Il s'agit d'avancer des choses qui vont faire polémique et autour de laquelle on va construire et organiser le débat. Et donc on observe effectivement dans ces divers réseaux, dans les réseaux sociaux, les forums, que bien certaines polémiques vont fournir l'occasion pour des courants extrême droitiers, ou droitiers simplement, de diffuser des cadres de pensée, du vocabulaire, du lexique, etc., pour justement infuser un petit peu les termes du débat. Et ce sont donc des territoires qu'il faut analyser, mais c'est aussi des territoires qui sont occupés par, bien sûr, d'autres... Où se jouent toutes ces batailles. Alors, ça va parfois très loin, hein, cette affirmation, on va dire, d'une forme de suprémacisme. Dans certains jeux, on va voir les images d'un jeu vidéo sorti en 2019, l'univers graphique. Il n'est pas super, mais vous allez voir, c'est assez violent. On voit donc l'ancien président Donald Trump, connu pour son soutien aux suprémacistes blancs, qui tire là tout simplement sur des activistes dans la rue. On n'a pas mis énormément d'images, on ne tient pas à montrer ça très longtemps. Le jeu, il s'appelle Jesus Strikes Back, Judgment Day, donc Jésus contre-attaque, le jour du jugement. Et donc, on est, quand on joue à ce jeu, au choix Donald Trump, Jésus-Christ, Mussolini, Napoléon ou Hitler. Et donc, on tue des activistes qui militent pour l'égalité ou la justice sociale. Rappelons quand même, Mehdi Derfoufi, que c'est pas basé sur rien. Donald Trump s'est vanté de pouvoir tuer n'importe qui dans la rue à Manhattan. Et une militante antiraciste, Heather Heyer, a été tuée en 2017 à Charlottesville par un néo-nazi lors d'un rassemblement raciste en Virginie. Rassemblement dont Donald Trump, qu'on voit ici sur ce jeu, a dit qu'il était composé de, je cite, gens très bien. Qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que ce genre de jeu vidéo, par exemple, c'est extrêmement fréquent? Est-ce que ça reste une minorité de l'empire du jeu aujourd'hui dans le monde? Dans ces catégories de jeux qui existent depuis longtemps, c'est pas nouveau et ça date pas de Donald Trump, bien entendu. Il y a des jeux qui sont interdits, il y en a d'autres qu'on peut trouver facilement, d'autres plus difficilement, mais ce sont jamais des blockbusters, ce sont jamais des jeux qui vont se vendre à des... Ouais. Voilà. Et il me semble qu'une des fonctions de ce type de jeu, davantage que de diffuser de façon idéologique des idées, est surtout de prendre position dans le champ en banalisant certaines représentations, certains discours, certaines images, et profiter justement de la polémique que ça va susciter pour, en quelque sorte, contribuer à banaliser les discours qui sont véhiculés par le jeu. Mais ce sont en général des jeux pas très fun à jouer, assez mal foutus, pas très jolis, donc on ne peut pas s'attendre à ce que ça fasse non plus des... Mais ça construit une communauté autour, évidemment. Absolument, oui. Alors, autre exemple, sur un jeu grand public, cette fois, lors de l'annonce du jeu Far Cry 5 en 2017, la jaquette du jeu, elle, a créé la polémique. Alors, polémique, cette fois-ci, alimentée par des cercles d'extrême droite qui se sentaient visés et décriés. À cause de cette affiche, on va la laisser un petit peu. Pourquoi ils se sentaient ciblés? Oui, parce que l'antagoniste du jeu est ici le représentant d'une secte d'extrême droite. Ça se passe dans le Montana. L'antagoniste, voilà, c'est le méchant. Voilà, le méchant, voilà. L'adversaire du jeu. Et donc, il y a toute une association entre la religion, la Bible, qu'on voit ici, puis la reproduction de la scène autour d'une figure christique. Et donc, comme c'est l'antagoniste du jeu, voilà, ça a suscité la polémique. Encore une fois, pourquoi nous, les Blancs, nous sommes attaqués, pris pour cible, et donc tout un discours victimaire qu'on connaît et qui est capitalisé autour de cette image. Et on voit d'ailleurs que souvent les polémiques se construisent d'abord à travers les trailers ou la communication du jeu avant qu'il sorte, puisque en fait, à partir du moment où on commence à jouer, les phénomènes d'identification fonctionnent d'une façon un petit peu différente. J'ai d'autres questions, mais est-ce que vous pensez que cette dimension-là, c'est-à-dire que pour beaucoup de gens qui jouent aux jeux vidéo, qui sont dans cette constellation du jeu vidéo, ça veut dire que la formation intellectuelle, idéologique pour plein de gens aujourd'hui, jeunes mais pas forcément que jeunes, se constitue aussi en partie ou en grande partie par cet univers du jeu vidéo. Donc est-ce que cette dimension-là, elle est prise en compte pour vous de façon assez importante? Prise en compte par qui? Par les politiques, par les décideurs, par les gens qui voient un peu comment le climat évolue. Ouais. On voit bien que les politiques commencent à s'y intéresser, qu'il s'agisse de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon, puisque de jeunes insoumis pour la campagne de 2017 avaient proposé un jeu vidéo qui s'appelait, je crois, Fiscal Combat. Voilà, alors c'est des jeux très circonstanciels. Sont pareil pour Mélenchon, l'Avatar, etc. Bon, on voit, et puis ses positions sur le jeu vidéo de la série Assassin's Creed, donc l'épisode de Unity.
on voit que les politiques prennent conscience de l'importance culturelle du jeu vidéo et peut-être qu'il s'agit aujourd'hui d'une culture au sein de laquelle, effectivement, se construisent, comme ça a pu être le cas pour le cinéma, par exemple, hein, et donc toute la militance qui a accompagné aussi la légitimation culturelle du cinéma, ben je pense qu'aujourd'hui, oui, les politiques prennent conscience qu'il se joue ces choses-là aussi dans le jeu vidéo. Voilà, et je précise que la polémique autour de Assassin's Creed, quand vous parlez de Jean-Luc Mélenchon, c'était par rapport à la figure de Robespierre en particulier. Alors, vous parlez notamment dans ce livre de, je cite, marketing de la diversité, c'est-à-dire que dans ce contexte, et dans le contexte global d'une industrie dans lequel on est, eh bien, certains studios tiennent à affirmer, quelles que soient d'ailleurs les productions qu'ils font après, qu'ils ont un regard ou des équipes multiculturelles. Le meilleur exemple, c'est la série Assassin's Creed, vous en avez parlé, dès 2011, introduction du jeu, et on voit au début du jeu cette phrase qui apparaît, je la traduis, « Ce travail de fiction a été conçu, développé, produit par une équipe multiculturelle de différentes religions, valeurs et croyances ». Et alors, ça n'a pas dû sembler suffisant pour les créateurs, puisque 4 ans plus tard, en 2015, eh bien, est rajouté le fait que l'équipe des créateurs du jeu est constituée de personnes d'orientation sexuelle et de genre divers. Mehdi Derfoufi, ce genre de disclaimer, ce genre de phrase au début du jeu, finalement, est-ce que c'est juste une excuse des studios pour continuer à produire par ailleurs des jeux qui peuvent continuer à véhiculer des clichés racistes dont vous parlez ou sexistes, ou est-ce que ça correspond à un vrai engagement des studios, y compris sur le contenu qu'ils produisent? Alors, l'évolution de cette phrase, elle est intéressante parce que 2015, on est un an après le début du Gamergate, justement, et donc c'est une prise d'opposition d'un studio pour dire nous situons de ce côté-là de la communauté, alors même que c'est le même studio qui a été, pris pour dans l'affaire Far Cry. Et donc, il s'agit bien entendu d'une stratégie qui vise le marché global. Il faut toucher le plus large public possible, donc il faut intégrer le maximum de gens dans la représentation, mais aussi au niveau de la communication, s'adresser au plus grand nombre possible. Mais on voit bien que le studio Ubisoft a récemment été concerné par une affaire de harcèlement au travail. Et la réponse, une des réponses, ça a été de nommer une vice-présidente diversité et inclusion qui est indienne. Alors c'est typique de l'opportunisme lié aux politiques de la diversité et du marketing de la diversité ici. Mais très concrètement, la question qui se pose, c'est dans quelle mesure un jeu qui ne remet pas fondamentalement en cause les représentations dominantes, mais se contente de les colorer avec un peu de diversité, sans remettre en cause les structures de la domination systémique, dans quelle mesure ce genre de jeu peut vraiment proposer autre chose? J'ai une question très simple. Est-ce que on constate que dans les jeux vidéo, en gros, dans l'étude que vous faites, dans quelle mesure les jeux vidéo typifient, en gros, les personnages? Est-ce que les Noirs ont toujours les mêmes rôles? Est-ce que les femmes ont toujours les mêmes rôles? Est-ce qu'on est vraiment il y a parfois une variété, ou est-ce qu'on est quand même dans quelque chose d'assez rudimentaire par rapport à la représentation des minorités, par exemple? Non, il y a des jeux, bien sûr, qui sont relativement plus complexes que d'autres. Et puis, je m'intéresse essentiellement dans mon ouvrage, à l'exception du dernier chapitre consacré au gaming post-colonial, je m'intéresse essentiellement à travailler les représentations dominantes. Et donc, je m'intéresse aux grands jeux. Mais bien entendu, il y a des jeux indépendants ou même des jeux comme The Last of Us par exemple ou Life is Strange qui proposent des représentations un petit peu plus intéressantes sur le plan du genre ou sur le plan racial. Et ces jeux, ils marchent, ils fonctionnent. Et ces jeux fonctionnent. Bien sûr, ce sont des jeux qui fonctionnent, mais aussi parce que on oublie parfois que ce soit en diaspora ou sur d'autres continents, le public du jeu vidéo n'est pas que blanc et occidental. Et alors, on va donner un autre exemple, par exemple, sur la représentation des personnes de culture ou de religion musulmane dans les jeux vidéo, à part les jeux qui sont produits, par exemple, dans des pays arabes, mais bien souvent, ils sont mêlés encore d'orientalisme, ou alors on a des personnages qui sont, en gros, soit des terroristes, soit des tyrans, en tout cas une menace directe. On va donner 2 exemples à 27 années d'écart, par exemple Desert Strike en 1992, dans le contexte de la guerre du Golfe, là, on voit, voilà. Et puis, 27 ans plus tard, Call of Duty Modern Warfare en 2019. Là aussi, on voit cette figure qui semble être un djihadiste. Est-ce que c'est courant, ça ? Dans les jeux de guerre, oui, ce sont des jeux en général assez stéréotypés, avec des ennemis très stéréotypés. Alors quand c'est pas les Arabes, c'est les Russes. D'accord, on reste au schéma de la guerre froide, là. Ouais. Oui, voilà, oui, ou post-guerre froide plutôt, avec l'idée d'une sorte de Poutine qui s'engage dans une lutte terroriste, voilà. Mais voilà, oui, c'est assez courant dans ce type de jeu. Et c'est vrai qu'il y a des types différents de jeux quand même. Là, il s'agit de jeux
jeux de guerre. Mais c'est un petit peu différent des jeux d'aventure qui vont avoir une prétention culturelle un petit peu plus, disons, complexe. Et ce qui est intéressant, c'est que de la même façon, quand il y a une discussion sur le caractère raciste d'un jeu, par exemple, vous dites qu'il y a toute une série d'arguments qu'on retrouve aussi dans la société, dans toutes sortes de débats, pour finalement expliquer que le jeu vidéo, bah oui, il peut être un peu raciste ou véhiculer des clichés racistes parce qu'après tout, la société est raciste. On a souvent, vous dites, il y a souvent ce genre de discussion dans la communauté des gamers aussi. Oui, alors, ce qu'il y a, c'est que quand on s'engage dans la critique antiraciste du jeu vidéo, il y a deux dimensions. Il y a la dimension textuelle, c'est-à-dire les représentations, qu'est-ce qui est représenté dans le jeu, mais il y a aussi la dimension des appropriations par les publics. Et évidemment, la fonction des stéréotypes n'est pas la même à ce moment-là. Et la question du rapport aux représentations ethno-raciales ne va pas être la même. Il y a des appropriations qui vont venir resignifier des représentations qui peuvent être perçues initialement comme problématiques, mais la façon dont on va jouer va permettre de créer du jeu et de trouver des agencements qui permettent à des sujets minorisés d'exister et de jouer quand même. D'accord. Dans votre livre, ça c'est très intéressant, on voit aussi que dans les marges, et heureusement, le jeu vidéo a aussi été vecteur d'un autre message, des tentatives, on va dire, de décolonisation du regard et de l'imaginaire. Très tôt, en fait, on peut citer le jeu Mewilo, sorti en 1987, conçu par la Martiniquaise Muriel Tramis et coécrit par l'auteur Patrick Chamoiseau. Le jeu Freedom Liberté de 1992, où une esclave a une nuit pour s'échapper de sa plantation, ou bien ce jeu Tracking Ida, un jeu éducatif en réalité alternée, inspiré du journalisme d'investigation d'Ida B. Wells dans les années 1890 aux États-Unis, un célèbre journaliste pionnière où on découvre sa croisade contre le lynchage et les meurtres de Noirs. C'est donc possible, mais est-ce que ça a vocation à rester une petite partie de cette industrie? Ou est-ce que vous voyez au contraire ce genre d'initiative, vous voyez, pour certaines assez anciennes, fleurir? Oui, moi je suis assez optimiste sur l'évolution des choses, d'abord parce que c'est une revendication des publics et que nécessairement les studios doivent en tenir compte, mais aussi parce que la scène indé est très pèse sur la création et donc de plus en plus active et investie sur ces questions-là. Le queer gaming est un mouvement international aujourd'hui, voilà, qui a son importance. Le queer gaming ? Eh bien, c'est toute la création, les principes de création vidéoludique autour desquels des personnes s'identifiant comme queer vont venir intervenir. Alors pour concevoir des mécaniques de jeu plus inclusives, pour concevoir des représentations alternatives ou critiques, des représentations dominantes, et aussi bien sur les questions de genre que sur les questions de classe, ethno-raciale, de handicap, etc. Et on voit que le jeu, en effet, n'est pas que le véhicule de position dominante, voilà, et qu'il y a toute une créativité. C'est important à dire, puisqu'on a en effet tendance toujours à voir le jeu vidéo, comme je l'ai dit, comme une menace ou quelque chose d'assez violent, voilà, par définition. En fait, il y a toute une créativité là-dedans. Merci beaucoup, Mehdi Derfoufi. On rappelle votre livre « Racisme et jeux vidéo ». Je vous conseille vraiment de le lire. C'est paru aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme. Vous allez rester avec moi pour le 24 heures. Si vous n'avez pas lu Mediapart depuis 24 heures, une petite séance de rattrapage et surtout abonnez-vous à Mediapart. Vous savez, le site ne vous informe que grâce aux abonnements. Il n'y a pas de pub sur Mediapart. À l'occasion des régionales et départementales, Mathilde Goannec s'est rendue à Châlons-en-Champagne dans la Marne, ici comme ailleurs, le premier parti de France pour les régionales du 20 et 27 janvier. Ça pourrait bien être l'abstention. La campagne est réduite à la portion congrue à cause de la pandémie, mais le désintérêt de la chose politique vient de bien plus loin, comme le raconte Mathilde. Régionale toujours, avec ce portrait d'Andrea Cotarac, candidat du Rassemblement national au régional en Auvergne-Rhône-Alpes. Cotarac était auparavant à la France Insoumise. Nicolas Barrican de Médiacité retrace son parcours où l'ambition le dispute aux convictions. Enfin, à l'occasion des 150 ans de la commune, Fabien Escalona explique comment les gauches actuelles ont raté l'occasion d'un débat stratégique. Tout devrait les inciter, nous dit Fabien, à repenser les façons de conjuguer rupture et construction de nouvelles médiations politiques et sociales. Voilà, à l'air libre, c'est fini pour cette semaine. Merci à toute l'équipe d'À l'air libre, merci à l'ensemble de l'équipe technique. Vendredi, dans le studio, vous retrouvez un débat sur la diplomatie française et européenne face à la Chine. Et samedi, notre documentaire, Le sous-sol de nos démons, un
très beau documentaire, difficile mais important, sur la prise en charge à l'hôpital des pédocriminels. Lundi à 19h, vous retrouvez Valentine Auberti, donc même heure, même endroit. Bon week-end, d'ici là, prenez soin de vous.